Salut tout le monde, bienvenue à ce 34e épisode de La Tête à Papineau, ce podcast Bistro Brain. On est bien allumé aujourd'hui pour cet avant-dernier épisode de la saison 4 et je souhaite la bienvenue parmi nous. Donc on vous rappelle les nouvelles arrivées. L'objectif du podcast de Bistro Brain, c'est de stimuler votre curiosité et également de s'inspirer du parcours personnel des gens impliqués dans la promotion de la science. Donc, on fait un petit retour sur nos derniers événements depuis l'enregistrement de l'épisode 33 qui avait lieu le 4 avril. 2 événements seulement, un peu moins que la dernière fois. Mais attendez-vous à des surprises. Parce que le 10 avril, à 17h, on avait notre événement science-fiction qui était à sa 3e édition au Bac et Bière à Sherbrooke, en collaboration avec le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke et l'Institut Quantique. On a eu des présentations sur Dune, Godzilla, Watchmen, Le problème à 3/4. Le but, c'était vraiment de départager la science de la fiction à travers les présentations ludiques, dignes de Bistro Brain. Et, fait important, on a battu notre record historique d'achalandage avec 170 personnes. Donc, même applaudissements dans la salle d'enregistrement. Yeah! Vraiment incroyable. On galère un peu à trouver des endroits pour vous asseoir. Merci d'être au rendez-vous. Merci de croire au projet de diffuser la science à travers le plaisir. Deuxième événement qui a eu lieu depuis le dernier enregistrement, c'est le 25 avril à 18h, Neurosciences au Sainte-Élisabeth à Montréal, qui est en collaboration avec le Centre d'innovation biomédicale de l'Université de Montréal. On a parlé de peur, de traumatisme crânien et de neuroprothèse. Donc, un grand merci aux 59 personnes qui étaient là. Et comme toujours, vous pouvez faire du rattrapage en allant voir notre chaîne YouTube où les présentations merveilleuses que les gens ont préparées sont diffusées entièrement gratuitement. Aujourd'hui, on parle de quoi? On a une chronique avec Marika. Tu me parles de quoi aujourd'hui, Marika? Je vous parle du rythme circadien. Super, on a hâte d'entendre ça. Et à l'entrevue, Julie, devant moi, va interviewer... Je vais interviewer Violaine Pourcel. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vous laisse sur votre faim. Un petit scoop qui s'en vient. Comment ça va, Violaine? Ça va super. Merci d'être des nôtres. Donc, on passe à la chronique avec Marika. Oui, merci Alexis. Donc d'abord, laissez-moi vous raconter les balbutiements de la chronobiologie. Donc la chronobiologie, c'est la science qui étudie les rythmes biologiques des êtres vivants. Pour la petite histoire, au 18e siècle, il y a un scientifique dénommé Jean-Jacques Dortoux de Mailleran qui étudie une plante qui a la particularité de fermer ses feuilles pendant la nuit puis de les rouvrir à nouveau pendant la journée. Il fait alors une expérience où il place la plante dans le noir total. Dans le noir total, sans variation d'humidité ou de température. Il remarque que la plante continue de fermer ses feuilles pendant la nuit. Donc même en l'absence de signaux environnementaux, la plante va conserver le rythme dans le mouvement de ses feuilles, comme si elle avait une espèce d'horloge interne maîtresse. Ce fut la première observation de ce qu'on appelle aujourd'hui le rythme circadien intrinsèque. Le mot circadien, il fait des mots circa et dies. Circa qui signifie autour de, proche de, et dies qui est jour, environ un jour. Donc chez l'être humain, le rythme circadien est l'alternance des périodes d'une durée d'environ 24 heures. Et il joue sur de nombreux mécanismes biologiques, physiologiques et comportementaux. Est-ce que vous savez à quoi ça peut faire référence? Donc, qu'est-ce qui peut varier dans notre corps durant la journée? Moi, je dirais les taux d'hormones. Ouais, j'allais dire pareil. Ouais. J'ai le goût de dire la fatigue. Là. C'est sûr que les hormones, ça me touche un peu moins de plein fouet, je pourrais dire, en tant qu'homme. Là. Mais oui, clairement, la fatigue, les hormones. Oui, c'est des très bons points. Donc, le plus connu, je pense, c'est le rythme entre la veille et le sommeil. On a aussi les variations de la vigilance qui va osciller durant la journée. On a la température corporelle, sécrétion d'hormones, comme vous avez si bien dit, et plusieurs autres, comme la circulation sanguine, et même jusqu'à la pousse des cheveux. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qui vont varier en intensité durant la journée. Moi, si je peux avoir juste tout le temps le moment où ça pousse vite,
Ça m'irait mieux. Ouais, il faut nous dire les créneaux, là, qu'on reste éveillés. Si on pouvait choisir, on le prendrait. Le rythme circadien peut être contrôlé de façon endogène, c'est-à-dire que le rythme peut continuer à avoir une période d'environ 24 heures, même en l'absence d'informations de l'environnement, comme c'était le cas avec la plante qui continuait de fermer ses feuilles durant la nuit. À l'opposé, un rythme biologique qui se met en phase selon un signal de l'environnement s'appelle un Z-Geber. J'ai adoré ce mot, il fallait que je le prononce au podcast. Comment tu dis ça, Marca? Je suis pas certaine de la prononciation non plus, mais un Z-Geber. On va pas se tenter Voilà. à répéter le mot, là. Tout le monde va aller googler ce fameux mot. Chez de nombreux animaux, ce qui influence le plus les Z-Geber, c'est la lumière du soleil. Donc, grâce à la rotation de la Terre sur elle-même, cela crée l'alternance du jour et de la nuit. Donc, les organismes vont synchroniser leur journée grâce à la luminosité qui est captée par des cellules ganglionnaires de la rétine. Ça me fait penser au réveil matin, tu sais, il y en a beaucoup, c'est genre la lumière du jour. Ça doit être lié à ça, sûrement, pour mieux te réveiller. Bon nom de compagnie, c'est Z-Geber pour les réveils matins. Exact. Un nom à dormir debout. Oh, j'adore. Donc, d'ailleurs, il y a un exemple d'hormone dont la sécrétion va dépendre du moment de la journée où elle est produite. Et donc, c'est la mélatonine que vous connaissez peut-être. La fameuse. Oui. Donc, elle commence à être produite lorsque la quantité de lumière diminue. Elle va rester élevée pendant la nuit, durant environ 12 heures, puis elle va redescendre au petit matin. Donc, c'est la lumière du jour qui va inhiber la glande endocrine qui produit la mélatonine, qu'on appelle l'épiphyse. Donc, plus elle reçoit de lumière et plus la glande qui produit cette même molécule va être empêchée d'en produire davantage. Fait intéressant, la mélatonine est sécrétée la nuit, donc même chez les espèces nocturnes. J'étais pas au courant de ça. C'est vraiment l'interprétation qu'en fait le cerveau qui est différente. À l'opposé, les espèces diurnes vont sécréter le cortisol le matin, qui va être associé au réveil, mais pour les espèces nocturnes, le cortisol va être sécrété le soir. Donc, c'est deux mécanismes de fonctionnement opposés. Je trouve ça super intéressant. Maintenant, petite mise en situation. Si je vous place dans une pièce, disons, semi-éclairée, mais dont la lumière est constante durant 2 semaines, et que vous tentez de vivre votre vie dans cet environnement super stimulant, est-ce que vous pensez que votre cycle jour-nuit va être toujours de 24 heures? Je sais la réponse, je réponds pas. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que... Je sais pas si 2 semaines, c'est trop court, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, ça va se décaler. Genre, ce sera plus 24 heures, ça va changer un peu. Ouais, moi aussi, je pense que ça va changer, là. Mais je sais pas si on est aussi forte que la plante que tu as présentée tout à l'heure, là, mais... On va quand même conserver relativement notre cycle. Donc, dépendamment des études, le cycle naturel de l'être humain mis en condition, ça s'appelle d'isolement temporel complet, ça va être un peu plus de 24 heures. Donc, entre 24 et 25 heures, donc quelques minutes de plus que le 24 heures qui va être maintenu jusqu'à 25,2 ou 0,5 heures, je crois. On garde relativement le même rythme. C'est notre horloge interne qui maintiendrait une certaine rythmicité dans nos fonctions, mais tout en s'ajustant aux différents stimuli qu'on retrouve dans l'environnement. Et donc, maintenant, on peut parler de l'horloge biologique, donc qui implique plusieurs facteurs. Ce qui est connu, c'est que le centre de contrôle de notre horloge interne se situe, comme je l'ai dit précédemment, dans les cellules ganglionnaires de la rétine, mais plus précisément au niveau du noyau suprachiasmatique situé dans l'hypothalamus. J'espère que vous êtes accrochés pour les mots là entre Zeigbird et tout ce que tu viens de dire là. Suprachiasmatique. Suprachiasmatique. Commandité par une compagnie de café. Moi j'aurais dit commandité par larousse.fr ou le petit Robert. Un exercice de prononciation en plus, C'est clair. on adore. Donc, il va directement être influencé par l'intensité lumineuse et il va agir comme un chef d'orchestre pour les horloges périphériques qu'on va avoir un peu partout dans notre corps. Donc, ces horloges périphériques, ça va notamment être retrouvé dans différents tissus humains. Donc, il y a une étude qui a été réalisée en Suisse et publiée l'année dernière qui a permis de détecter des changements au niveau des rythmes circadiens moléculaires. Donc, les chercheurs ont regardé l'expression des gènes, donc c'est-à-dire le niveau d'ARN messager que chaque gène va produire
selon un cycle de 24 heures au niveau de 46 tissus humains. Donc, il y avait vraiment une grande variété de tissus étudiés. Ils ont d'abord regardé les gènes horloges. Donc, un autre terme. Est-ce que vous savez, c'est quoi la particularité d'un gène horloge? Ils ont des pendules. J'aurais dit qu'il variait durant le jour. Là. Mhm. Ouais, un peu comme les hormones de tout à l'heure, ils sont plus ou moins exprimés en fonction du jour, de la nuit ou d'autres time Dépendant points, de l'heure d'autres sur points. l'horloge. Exact. Oui, exactement. Donc, en anglais, on dit les clock genes, dont l'expression va être régulée par des cycles moléculaires. Donc, ces gènes-là, ils vont produire des éléments positifs qui vont permettre d'activer l'expression, produire une molécule comme la mélatonine, par exemple, de tantôt, mais aussi des éléments négatifs qui vont participer à l'inhibition de leur propre expression. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. Donc, ils vont se nuire à eux-mêmes pour la production à long terme. Globalement, l'expression de différents gènes liés à notre horloge biologique sont très synchronisés durant la journée. Donc, les chercheurs ont vu que l'amplitude, donc la différence entre un extrême et la moyenne, ça peut varier, mais généralement, les moments où on va trouver un maximum ou un minimum vont être très semblables dans la journée. Puis généralement, ça se produit vers 7 heures le matin ou 7 heures le soir. Les chercheurs se sont aussi demandé s'il y avait une différence d'expression des gènes entre les hommes et les femmes. En général, c'est très semblable, à quelques exceptions près. En fait, il y a au niveau des gènes de la glande surrénale et dans le foie, où est-ce qu'il y a plus de gènes qui ont une expression élevée chez les femmes. Donc, qu'est-ce que ça pourrait expliquer? On ne sait pas trop, mais il y a une plus grande diversité de gènes qui sont impliqués, qui ont lien avec cette horloge biologique récurrente chez les femmes. Donc, la recherche va se poursuivre à ce niveau-là. Puis finalement, ils ont aussi vu une différence dans la rythmicité de l'expression des gènes chez les personnes âgées. Donc, l'amplitude des vagues de transcription a tendance à diminuer avec l'âge. Par exemple, ça pourrait être lié à des maladies cardiovasculaires parce que les chercheurs ont remarqué que dans les artères du cœur, l'expression des gènes des personnes âgées pouvait être jusqu'à 2 fois plus faible que chez les personnes un peu plus jeunes. Est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer le fait que les personnes âgées dorment moins? Je pense que c'est pas lié à cet aspect-là des artères, mais moi, je pense que tu as un bon point de variation au fil de la vie. Elles font très bonne. Ils produisent pas assez de mélatonine ou trop, ou tu parce que voilà. Des hypothèses scientifiques, encore Exact. toujours. Je serais curieuse d'en apprendre plus. Puis finalement, c'est ça justement, l'étude des rythmes biologiques, ça peut nous permettre de mieux comprendre l'émergence de certaines maladies, mais aussi pourquoi certains médicaments peuvent être plus efficaces s'ils sont pris à certains moments de la journée, certaines habitudes que les humains ont également au fil de la journée. Donc, D'ailleurs, moi, c'est ma deuxième hypothèse, là, mais tu sais, souvent, mettons, je vais courir le matin, puis j'ai vraiment un crash en revenant du souper. Ça a-tu un lien avec les rythmes circadiens? En revenant du souper, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui ressentent une fatigue après l'heure du dîner. Donc moi, le niveau de fatigue, c'est vraiment après le dîner, entre 1h puis 3h, là, presque j'arrête de travailler et je reprends plus tard parce que l'énergie est vraiment, vraiment moins là. Mais ça varie en fonction de chaque personne. Si je pense que c'est le loup, le lion. Tu sais, on a des personnalités au niveau sommeil aussi, donc on va pouvoir regarder ça. Mais au niveau du cycle, c'est ça, c'est pas seulement après, à cause de la prise d'un repas qu'on peut ressentir de la fatigue, c'est plus expliqué par la variation de la température corporelle. Parce qu'en fait, en début d'après-midi, on va avoir une baisse de la température corporelle. Notre minimum de la journée, ça va être environ vers 3 heures du matin, où est-ce qu'on est en sommeil profond, plus récupérateur. Puis 12 heures plus tard, on a donc environ vers 3 heures de l'après-midi. C'est là que la température va descendre un petit peu, versus le maximum de température qui va être à 10 heures le matin. Donc, ça peut influencer l'énergie qu'on ressent. Les machines fonctionnent plus. On est plus actif, plus concentré, plus vigilant. C'était super intéressant. Ça me fait penser, comme je disais là, aux gens qui dorment beaucoup, pas beaucoup. Et puis aussi aux travailleurs qui travaillent, qui ont des shifts de nuit. Là. Puis je pense qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré l'impact aussi de ces shifts-là, là, de travailler la nuit, à quel point ça impacte l'horloge biologique, le cycle circadien. Puis au final, ça mène aussi à des pathologies, là, comme tu disais. C'est intéressant à étudier pour ça, pour la genèse de plusieurs maladies. Tenez-le, vous, pour dit, on peut demander une augmentation salariale pour les primes de nuit. Clairement.
J'approuve. Je pense que ça démontre bien que les rythmes circadiens influencent vraiment plusieurs aspects de notre quotidien. Ben, merci d'avoir fait le tour des tours de jour, Marika, encore une fois. Puis on va prendre une petite pause et au retour, on parle avec Violaine Pourcel. Hey, hey. Et de retour à ce 34e épisode de La Tête à Papineau. Mon nom est Alexis, je ne l'ai pas dit au début, mais maintenant vous le savez. On est maintenant rendu au moment de l'entrevue avec Violaine Pourcel, animée par Julie. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup Alexis. Bonjour tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour Violaine, comment ça va aujourd'hui? Hello, hello, ben ça va très bien et toi? Ben moi ça va très bien, comme d'habitude, on aime enregistrer le podcast. On va commencer tout de suite par une courte présentation. Violaine, donc tu es étudiante au doctorat à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke. Oui. Tu es également présidente du RECMUS et tu as été impliquée dans diverses activités. On va en reparler un peu plus tard. Mais comme plusieurs personnes pourront le dire par ton accent et le mien, tu es d'origine française, donc tu viens de France à l'origine. Puis je voulais commencer un peu l'entrevue comme ça. Savoir, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus ton parcours académique et ce qui t'a poussé, ce qui t'a mené à venir ici au Canada pour poursuivre tes études graduées? Ok, ben effectivement, je suis française, comme on l'entend mon accent. Et j'espère qu'on entend aussi que je suis toulousaine plus que française. Ouais, on n'a pas le même accent. Hein. Vous avez reconnu ou... J'ai reconnu une différence, en effet. Là. Ben, Surtout la manière de dire juin. Juin. Ouais, Juin. juin. Ouais, ben donc du coup, je suis née à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse et j'ai fait toutes mes études à Toulouse. J'ai intégré l'université à Toulouse, encore une fois. Et j'ai fait ma licence et mon master en biologie cellulaire, moléculaire et en cancérologie. Pendant mon master, j'ai pu faire des stages de recherche. Mon premier stage, j'ai travaillé sur la drosophile et j'ai développé une méthode de crible génétique des effecteurs de la transition épithélio-mésenchymateuse. Donc, c'est appliqué au cancer, mais c'était plutôt de la recherche fondamentale, vraiment, là. Et mon second stage, j'ai travaillé sur l'épigénétique et l'insuffisance cardiaque. Donc là, c'est plutôt appliqué avec des modèles cellulaires et des modèles murins. Mais finalement, je suis quand même restée beaucoup à Toulouse là, avant de venir ici. Et c'est important de s'être expatrié pour pouvoir avoir une carrière en France. Et moi, c'est mon objectif. Donc, puis j'avais aussi des envies d'ailleurs à force de rester sur Toulouse. Donc, malgré tous mes proches à Toulouse ou à 2 heures de route maximum, je me suis dit que c'était quand même le bon moment de s'expatrier, d'aller vivre un peu l'aventure. Et j'ai fait différentes entrevues dans différents pays. Mais j'ai eu un coup de cœur pour mon sujet de thèse actuel ici au Canada sur le cancer de l'ovaire en développant mon propre modèle d'étude. Et j'ai eu la chance que ma directrice de recherche me fasse confiance. Super, donc on peut voir que tu as quand même travaillé sur beaucoup de modèles différents, sur beaucoup de sujets différents, certains plus fondamentaux que d'autres. Là, tu parlais de la drosophile, donc la mouche à fruits, pour ceux qui sont un peu moins familiers. Puis on a eu une chronique là-dessus. On a eu une chronique là-dessus. En fait, c'est Anthony qu'on avait parlé il y a quelques exactement. années. On le salue au passage, d'ailleurs. Exact. Donc c'est ça, tu as quand même travaillé sur plusieurs types de recherches, on va dire, fondamentales, un peu plus appliquées. Moi, j'étais curieuse de voir que tu avais travaillé sur l'insuffisance cardiaque et que tu t'attaquais aujourd'hui au cancer de l'ovaire parce que pour moi, ça a un peu fait tilt. Puis ça m'a fait penser au fait qu'en recherche, il y a plusieurs domaines d'études où finalement la recherche est faite sur des modèles masculins principalement. Et l'insuffisance cardiaque, puis a fortiori les crises cardiaques, c'est des choses pour lesquelles on a beaucoup plus de connaissances chez les hommes que chez les femmes. Et donc aujourd'hui, tu t'attaques à un cancer qui touche les femmes. Est-ce que toi, tu as vu des différences entre les hommes et les femmes justement au niveau de la recherche, dans tes projets de recherche, peut-être dans tes expériences? Ouais, comme tu l'as dit, les pathologies cardiaques ou les autres pathologies qui touchent à la fois l'homme et la femme, elles sont toujours, jusqu'à maintenant, elles sont mieux caractérisées chez l'homme, effectivement. C'était aussi vrai quand je travaillais dans mon labo en master. On travaillait sur des modèles mâles et pas des modèles femelles, donc c'est ça. Mais je pense que les choses, elles sont en train de changer. Je pense que la chronique, elle nous a permis de comprendre aussi là, le rôle des hormones et tout ça, et ça évolue beaucoup. Et c'est de plus en plus reconnu, l'effet du cycle féminin ou des hormones aussi, comme un facteur de risque là, pour certaines pathologies, donc je pense que ça évolue. Mais maintenant, je travaille sur le cancer de l'ovaire, je peux
plus tellement m'appliquer à l'homme, malheureusement. Je suis désolée pour vous. T'es passé de l'autre côté du miroir. Super, mais justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le cancer de l'ovaire, peut-être les particularités de ce type de cancer-là, puisque tu fais dans ton projet de recherche finalement? Alors, le cancer de l'ovaire, il faut savoir que le taux de survie à 5 ans, il est de 49%. Donc, ça veut dire qu'après un diagnostic, la patiente, elle a moins d'une chance sur 2 de survivre au-delà de 5 ans. Ça vient du fait que c'est quand même un cancer qui est difficile à diagnostiquer et donc il est pris en charge très tardivement. Les traitements qui sont offerts aux patientes, c'est encore de la chimiothérapie. C'est pas du tout les thérapies ciblées comme l'immunothérapie qu'on peut voir encore aujourd'hui et qui évolue énormément. Malheureusement, ça s'applique pas au cancer de l'ovaire. Ces patientes, elles sont résistantes, elles acquièrent des résistantes et elles enchaînent des récidives sur récidives de plus en plus courtes. Et donc l'objectif de mon projet, c'est de mieux caractériser ces tumeurs pour aller essayer de mieux les traiter. Pour ça, on a un modèle d'étude qui est contrôlé, c'est-à-dire qu'on a des cellules avec juste quelques petites mutations au lieu de beaucoup trop chez les patientes. Et on va aller voir quelle mutation est responsable de quelle résistance, ou plutôt quelle mutation pourrait permettre des traitements plus efficaces. On pense que les thérapies ciblées qui existent aujourd'hui, elles pourraient marcher et être efficaces chez les patientes, mais que malheureusement, pour le moment, on n'a pas donné la bonne thérapie à la bonne patiente. Et pour faire ça, on a besoin d'aller décortiquer au tout départ, et c'est le but de mon projet. Un peu créé comme un moyen de sélectionner finalement les gens et de donner le bon traitement aux bonnes personnes. C'est ça. C'est super intéressant. Puis donc, comme on l'a dit, là, tu as fait plusieurs modèles, plusieurs types de cancers. Le cancer de l'ovaire aujourd'hui dans un pays différent. Tu es aux études graduées, ce qui constitue un défi en soi. Est-ce que justement, toi, tu as des défis, tes principaux défis, ça a été quoi tes principaux défis pendant tes études supérieures, depuis que tu es arrivé au Canada ou avant éventuellement aussi? Je pense que les plus gros défis sont arrivés quand je suis arrivée au Canada, effectivement. Je pense que d'avoir bougé loin de chez moi, ça a été un défi en soi. Là. Le mal du pays, ça joue beaucoup au départ. C'est une grande aventure, il faut gérer le décalage horaire, donc c'est dur au niveau perso. Donc souvent, le perso, ça pèse aussi sur le niveau professionnel. Après, je suis arrivée dans un nouveau labo aussi quand je suis arrivée au Canada, donc il y avait peu de monde. Moi, j'ai l'habitude de travailler en équipe et j'aime ça travailler en équipe, donc c'était un peu dur aussi au début. Peu de monde pour me soutenir, mais heureusement, il y avait le labo d'à côté, n'est-ce pas, Julie? C'est moi. Et ouais, aussi on a tout approuvé en fait quand on arrive au départ. Il y a quelqu'un qui t'a fait confiance sur 3 entrevues de 30 minutes qui t'a dit viens à l'autre bout du monde et on va faire des belles choses. Donc ça c'est beaucoup de pression au début et puis on n'a pas envie de rentrer parce qu'on n'est pas à la hauteur ou quelque chose comme ça. Ouais, on veut pas échouer. Je pense que ça, c'est quelque chose pour lequel beaucoup de... tous les gens, je pense, qui sont aux études et aux études graduées peuvent se reconnaître là-dedans. Et donc, tu nous dis que c'est difficile, tout ça. Et qu'est-ce que tu as appris à travers ton doctorat jusqu'à maintenant? Et c'est quoi l'intérêt, finalement, que tu trouves à réaliser ton doctorat? Je pense que je pensais pas en apprendre autant sur moi personnellement. Je pensais en apprendre plus professionnellement, là. Mais je pense que partir loin, ça joue énormément aussi. Peut-être surtout pour moi qui ai toujours vécu à Toulouse. Mais j'apprends beaucoup scientifiquement au niveau professionnel. Il y a aussi plein de qualités transversales d'organisation, de gestion, apprendre à travailler en équipe, de leadership qu'on peut aller développer. Et aussi apprendre comment un nouvel environnement fonctionne. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas du tout le même système qu'en France ici. Donc on apprend à comprendre, à prendre de la maturité sur les situations et à lâcher prise un peu quand on contrôle plus. Et puis, on s'implique aussi dans d'autres choses que notre projet de recherche pour faire du réseautage ou apprendre sur d'autres choses. Mais justement, donc tu nous dis que tu as d'autres implications, mais tout ça, en plus d'un doc, ça doit faire un emploi du temps bien occupé. Tu nous dis aussi que tu as des challenges, donc que ce soit par rapport au côté personnel, plutôt avec la famille loin, tout ça. Comment est-ce que tu réussis à maintenir un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Déjà, j'essaye d'appliquer un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est de se détacher de son projet de recherche. J'essaie d'accepter qu'on est 2 entités différentes et que si mon projet marche pas, c'est pas forcément parce que moi je marche pas ou je suis pas assez à la hauteur. Donc ça, j'essaie de l'appliquer. Et puis quand je suis dans un cercle de ça fonctionne pas, je suis fatiguée, donc ça fonctionne encore moins. J'essaye d'en sortir en prenant un peu soin de moi, faire des petits week-ends cocooning, des sorties plus ou moins festives, faire des activités aussi. Il y a des belles randonnées à faire au Canada, donc ça va. On s'occupe aussi en dehors
de la recherche. Je pense que c'est important, tu sais, tu touches à ça en disant que c'est ça, il faut avoir d'autres activités à l'extérieur aussi pour s'équilibrer. Puis je pense qu'on a beaucoup entendu parler de ça, puis c'est quelque chose qui, encore une fois, touche beaucoup de monde. Et est-ce que tu trouves ça facile ou plutôt difficile, justement, d'avoir ces activités connexes qu'il faut comme réussir à faire rentrer dans ton emploi du temps pour toi, finalement? Ouais. Bah, il y a des fois, c'est compliqué, là, on va pas se mentir. Des fois, il faut juste pleurer en boule dans son lit et puis pleurer encore plus fort parce qu'on veut appeler sa famille, mais que le décalage horaire, il te le permet pas. Ou que tu vas aller pleurer chez tes meilleurs potes, mais là, la distance fait que c'est pas possible de prendre la voiture et puis d'y aller. Donc, ouais, j'essaie de m'impliquer dans des choses qui sont importantes pour moi et où je contrôle plus, où je vois un impact plus direct de ce que je fais. Le RECMUS, comme tu en as parlé, là. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer vite fait ce que c'est? Ouais, c'est une association étudiante qui représente les étudiants à la maîtrise et au doctorat de la faculté de médecine et des sciences de l'université de Sherbrooke. Donc on essaye de porter la voix de tous les étudiants et de faire évoluer les choses dans le bon sens, on espère. Après aussi, j'essaie de m'impliquer avec des événements caritatifs ou des choses comme ça. Et puis aussi beaucoup auprès des jeunes, là. Moi, je trouve ça important. Et j'ai été juge à l'Expo Sciences, par exemple. Et je fais aussi des petites expositions de vulgarisation scientifique quand j'ai envie ou le temps ou l'occasion. Super, donc quand même bien impliqué. Puis je pense qu'il y avait aussi plusieurs événements philanthropiques, on va dire, pour la recherche contre le cancer aussi. Je pense au cyclomarche, puis après avec le RECMUS, il y a eu plusieurs choses aussi dans cette veine-là. Et tu nous parles de vulgarisation, ça tombe très bien parce qu'on va terminer notre entrevue sur la question qu'on pose à tout le monde. C'était un très beau lien. Pour toi, quel est l'intérêt de la vulgarisation scientifique, puis quelle place est-ce qu'elle devrait avoir dans la société aujourd'hui? Pour moi, elle est hyper importante, la vulgarisation scientifique. Déjà, je trouve que si tu es capable de vulgariser à n'importe qui en face de toi, ça veut dire que tu maîtrises très bien ton sujet. Donc, c'est à la fois rassurant pour toi que pour la personne qui t'écoute. Donc, je trouve ça cool. Il y a aussi les patients partenaires qui demandent de plus en plus des retours de ce qu'on fait en recherche avec ce qu'ils nous donnent. Je trouve ça important d'aller vulgariser et de les placer vraiment acteurs de notre recherche. Je travaille en cancérologie, c'est pour ça que je dis ça. Là. Si c'était sur la plante, peut-être je dirais pas ça. Mais aussi, je trouve que la vulgarisation, ça nourrit la curiosité et je trouve que ça peut créer des vocations. C'est pour ça, auprès des jeunes, que je m'implique le plus. Donc pour moi, elle devrait avoir une très grande place et ça peut aussi éviter qu'on pense qu'on fait de la magie noire dans nos laboratoires de recherche. Le savant fou Einstein. Exactement. Merci beaucoup, Violaine, pour tes réponses pour cette entrevue. C'était super plaisant de t'avoir avec nous. On espère que tu as apprécié ton expérience. Oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli, vraiment. Ça fait plaisir. Merci encore une fois, Julie et Violaine, pour cette entrevue qui était un témoignage de la quête d'équilibre et aussi une célébration de la science. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode 34 de La Tête à Papineau. Je vous ai déjà remercié nos deux fidèles à l'entrevue. Je remercie notre chroniqueuse pour l'épisode Marika sur les rythmes circadiens. On espère que vous inspirera un bon regain d'énergie et de bon sommeil. Sinon, on vous invite à nos prochains événements d'ici le dernier épisode de la saison 4. Épisode 35 qui aura lieu le 3 juin. Donc, événement de fin d'année, tenez-vous bien prêts. Premier événement, 8 mai à Sherbrooke, au Boc et Bière, événement Psychologie à sa 3e édition en collaboration double avec l'association de premier cycle et de 3e cycle en psychologie à l'Université de Sherbrooke, l'IMPSUS et le RESPUS, respectivement. 15 mai à Trois-Rivières, dernier événement de leur programmation à la Chasse-Galerie à 17h30, thématique environnement, et on va entendre parler de patates, entre autres. De patates? De pommes de terre. OK. Intriguant. On aura des frites? Ou de la vodka. Exactement. Oh. Plein d'options en perspective. Et sinon, événement spécial qui vient d'être annoncé, c'est notre 3e édition de l'événement bénéfice, version révisitée de Bistro Brain. Il s'agit du Bistro Duel qui va avoir lieu le 29 mai. Ça tombe bien parce que... Bruit d'épée. Exactement. Bouclier, combat, duel. Ça tombe bien parce que votre honorable président et directeur de Bistro Brain qui vous adresse la parole en ce moment et votre très, très, très arrogante vice-directrice. C'est moi! Qui se lance des regards! Ah, mais vous attendez à quelque chose de humble et des gens qui se prennent au sérieux, vous allez être au mauvais endroit. C'est notre événement bénéfice. Spécialement, il va y avoir un coût d'entrée. Vous allez pouvoir rentrer avec un coût de 12 $. Ça vient avec un vote. Si vous êtes plus serré, on vous offre l'entrée seulement à 10 $. Et combo avec une consommation, votre entrée, c'est 20 $. Donc, il va y avoir également des témoignages de l'ancien présentateur. Vous parlez de
c'est quoi présenter pour Bistro Brain, mais aussi témoignages de collaborateurs actuels, avec notamment Sophie Malavoie pour le Centre de compétences Recherche Plus, avec qui on avait collaboré le 13 décembre pour l'événement Communication scientifique pour le grand public. Et finalement, fidèle à nos habitudes, on termine la soirée avec réseautage et karaoké, prestations incluses de vos humbles bénévoles et membres de l'équipe. Préparez vos tunes. Donc, ça fait le tour pour les éléments à venir. On vous invite encore une fois à inviter quelqu'un à partager, à écouter le podcast La tête à Papineau. Et sinon, on souhaite une très bonne séance. Bye bye! Bonne soirée! Au revoir!